Bonjour tout le monde, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Vous êtes à nouveau très nombreux à nous suivre et cela nous fait très plaisir. Aujourd'hui, nous vous présenterons un sujet sur le houblon et plus particulièrement sur les curiosités du houblonnage à froid. Comme vous le savez, ces webinaires sont des séminaires gratuits en ligne sur divers sujets techniques. Nous sommes tous limités dans nos déplacements en raison des mesures gouvernementales et c'est une manière de garder le contact. Je m'appelle Michael Gender et je suis le directeur chez Brewpark. Avant de laisser la parole à Willy Mitter, je tiens à rappeler que vos micros sont coupés et que vous pouvez nous transmettre vos questions via l'application sur votre droite, également via le chat. Et au total, nous avons 45 minutes de présentation. Nous clôturerons cette séance aux alentours de 17 h. Alors, Brewpark, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une filiale du groupe Hofsteiner. Notre core business est donc le houblon. Mais nous avons évolué au fil du temps et à la demande des brasseurs vers un concept de one-stop shop afin de proposer une gamme complète d'ingrédients et consommables aux brasseries artisanales de France et au Benelux. Brewpark, c'est donc des ingrédients de qualité, une équipe à taille humaine, un contact direct, mais également un service de conseil technique personnalisé. Je laisse maintenant la parole à Willy Mitter, ancien directeur technique de Hofsteiner et consultant maintenant pour Hofsteiner, qui va vous donner une vue d'ensemble sur le houblonnage à froid et je terminerai la présentation par quelques curiosités du dry hopping. Willy, c'est à toi. Merci, Michael. OK, nous avons, bonjour à tout le monde aussi de moi. Nous avons préparé quelques sujets sur le dry hopping. Ce sont les sujets suivants. OK, ça marche. On va parler un peu des processus du houblonnage à froid, des techniques du houblonnage, l'homogénéité des substances aromatiques, l'influence sur l'arôme, sur l'amertume, l'influence du produit de houblon. Et à la fin de ma présentation, on va parler de la stabilité du goût. Bon, on commence avec le processus du houblonnage à froid. Ce sont seulement quelques mots. La raison principale du houblonnage à froid, c'est l'arôme de houblon. On veut obtenir un arôme de houblon dans la bière. Et responsable pour cet arôme sont les huiles essentielles. Pendant l'houblonnage à froid, on peut dissoudre les huiles essentielles, mais en même temps, on dissout aussi des substances amérisantes. Ce sont les acides alpha, les humulinones et des autres substances amérisantes non spécifiques. On dissout aussi des polyphénols. Selon notre expérience, il n'y a pas une influence négative des polyphénols sur la bière. C'est seulement un problème si on a de l'oxygène ou la présence de l'oxygène est négative et il y a une immédiate réaction avec les polyphénols et la bière va foncer. Bon, Michael va aussi parler un peu de polyphénol à la fin de sa présentation. Bon, on continue avec les techniques du houblonnage à froid. La technique plus facile, c'est seulement mettre les houblons dans le tank et on pompe la bière dans le tank. C'est très facile. Et on peut utiliser des cônes de houblon ou des pellets. Mais il y a une grande différence si on utilise les houblons en cône ou des pellets. Et je peux vous montrer un diagramme qui montre la dissolution de linalol pendant 2 semaines. C'est un très long temps, mais je veux seulement montrer qu'est-ce qui se passe pendant une longue période de contact. C'est la ligne pour les houblons en cône et c'est la ligne pour les pellets. On peut facilement voir que la dissolution de linalol est plus vite avec des pellets. Dans les houblons en cône,
on voit cette cône de houblon avec les glandes de lupuline ici. Et l'extraction de lupuline et des substances aromatiques est très difficile parce que les glandes de lupuline, ils sont protégées par les feuilles du cône. Et de cette raison, le rendement pour les huiles essentielles est meilleur si on utilise des pellets. Une autre possibilité, c'est on peut mettre les houblons dans un sac perméable. Et de cette façon, on peut éviter des particules de houblon dans la bière, dans le tank. C'est une possibilité, mais aussi, je peux vous montrer si on ajoute les houblons dans un sac, les rendements sont pas si bons en sachet. Cet exemple montre les acides alpha. OK, ils ne sont pas très importants pour la bière, seulement un peu pour la mousse. Mais pour l'inalol, il y a aussi une grande différence. Ce sont environ 25 à 30% de différence. Ça veut dire qu'il faut ajouter plus de houblon en sac par rapport en vrac. C'est clair. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas des particules de houblon dans la bière. Une autre possibilité, je pense, je préfère ça, de dissoudre le houblon dans un petit récipient. On mélange la bière et les houblons. C'est comme ça. C'est le petit tank ici. On met les houblons ici, normalement des pellets. On mélange les pellets avec la bière. Naturellement, on a une atmosphère inerte dans ce tank. On mélange tous et puis on transfère le mélange dans le tank. Et puis, on peut recirculer la bière et le houblon pour, ça dépend du maître brasseur, ça dépend de la philosophie de la brasserie. Je connais des brasseries qui font ça pour 1 heure. Je connais des brasseries qui font ça pour 24 heures. Tout est possible et c'est le désir du maître brasseur. Mais la circulation est très importante. Et on peut aussi, c'est aussi possible si on met les houblons seulement dans le tank, sans ce petit tank, on peut aussi recirculer et on reçoit aussi un bon effet pour l'extraction des substances aromatiques dans la bière. Mais si on utilise un petit tank ou un petit récipient, c'est peut être aussi le hopgun, par exemple. C'est plus, on peut éviter l'oxygène. Si on met les houblons directement dans le tank, c'est toujours, ça peut être un problème avec l'oxygène. Mais la recirculation dans le tank est très, très importante. Je peux vous montrer un diagramme avec quelques substances aromatiques. Ici, ce sont les terpènes, mono- et sesquiterpènes. Et on peut voir, sans circulation, on ne trouve rien de ces substances dans la bière. C'est la même chose pour les cétones. On n'a pas des substances, des canones ou des canones dans la bière sans recirculation. Ici, pour les esters, pour les alcools terpénoïdes, c'est la même chose. On trouve quelques concentrations de ces substances dans la bière parce que ces substances sont plus polaires, plus solubles dans la bière.
mais il y a aussi des grandes différences si on travaille avec la recirculation. On peut voir la même chose dans le prochain slide. Ici, on a aussi deux esters et aussi une grande différence entre recirculation et sans recirculation. La même chose pour linalol et géraniol, aussi deux alcools de terpènes ici avec une grande différence. Bon, un instant, il faut chercher ma souris. Bon, oui, ce sont les techniques où comment peut-on extraire les substances aromatiques. Et puis, on a les substances aromatiques dans la bière et on peut avoir problème avec l'homogénéité des substances aromatiques dans la bière finale. Et nous avons fait un essai dans un petit tank de 2,5 hectolitres. Dans ce tank, nous avons eu de la bière blanche, ou Weissbier, ou la bière de blé. Et on a ajouté seulement 200 grammes de mandarine à Bavaria pour l'houblonnage à froid. C'est seulement une petite quantité. Et après quelques semaines, on a vérifié la concentration des deux huiles essentielles, myrcène et linalol. Et on a trouvé des grandes différences pour myrcène. En eau, on trouve environ 500 microgrammes par litre de myrcène. Au milieu, seulement environ 100 microgrammes et 260 en bas. On peut voir, ce sont des grandes différences qui influencent aussi l'arôme de la bière naturellement. À droite, ce sont les concentrations pour linalol. Et c'est la même chose, environ 200 microgrammes par litre en bas, au milieu et en haut. C'est clair, linalol la solubilité de linalol est meilleure que la solubilité de myrcène. Linalol est plus polaire que myrcène. Mais ça veut dire qu'il est très important de recirculer le tank avant l'embouteillage. Autrement, on reçoit des concentrations d'arômes différentes dans la bière finale, dans les bouteilles. C'est très important de faire une recirculation. L'influence sur l'arôme, c'est aussi un chapitre très important. Et ce sont la variété et la levure qui ont une grande influence sur l'arôme, c'est clair. Et un rôle important à la substance géraniol. Les géraniol, on trouve dans les variétés comme Bravo ou Cascade, ou il y a des autres variétés qui contiennent géraniol. Et avec les enzymes de la levure, on peut aussi libérer géraniol qui est lié avec un acétate, mais le pas plus important, c'est la transformation de géraniol à citronellol. Normalement, on ne trouve pas beaucoup de citronellol dans le houblon, mais dans quelques bières, on trouve beaucoup de citronellol. Et c'est seulement cette biotransformation de géraniol à citronellol
pendant la fermentation. Ce sont les enzymes de la levure qui produit le bêta-citronellol. Il y a aussi une formation de linalol, mais on a beaucoup de linalol dans les variétés du houblon, dépendant de la variété naturellement. Et on trouve dans la bière cette une coexistence de linalol, géraniol et bêta-citronellol, et on reçoit un arôme agrume, fruité avec ces composants. Ce diagramme, c'est d'un brasseur japonais, c'est Takoi. Il a trouvé cette interaction entre la levure et le houblon, et c'est très important. Et on verra plus tard que les changements pendant la fermentation ont une grande influence sur l'arôme dans la bière finale. Ja, comment peut-on tester des variétés pour le houblonnage à froid? Je pense que c'est très facile. On peut utiliser des petits fûts. On ajoute des variétés différentes dans un seul fût. On peut aussi ajouter des quantités différentes d'une seule variété. Et nous utilisons par exemple ces petites fûts de 10 litres. Il ne faut pas beaucoup de bière pour faire ces essais, pour tester les variétés pour le houblonnage à froid. Pardon. Et puis ensuite, on peut aussi faire des mélanges. On peut mélanger les fûts avec les variétés différentes. On peut déguster, on peut trouver l'arôme désiré dans une nouvelle bière. C'est très facile et il ne faut pas beaucoup de circonstances faire ça. C'est très facile. Je peux vous montrer un exemple de notre recherche. Nous avons brassé une Pale Ale basse, et on a partagé cette Pale Ale. Et dans une partie, on a fait le houblonnage à froid avec la variété Lemon Drop. Et l'autre partie, on a ajouté Calypso. Et puis, on a dégusté les bières et on reçoit le profil d'arôme typique pour Lemon Drop et pour Calypso. Et puis, on a fait un mélange des deux bières. On a mélangé 50% de Pale Ale avec Lemon Drop et 50% de Pale Ale avec Calypso. Et puis, on a fait une autre dégustation et on trouve ce profil-là. Et tout le monde était surpris parce que c'est même plus fruité et un peu plus agrume. On n'a pas attendu ce résultat. C'était très surprenant. Et de cette raison, il est très important de faire des essais comme ça. On apprend beaucoup en faire ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas calculer avant. Il faut faire des essais. Et aussi, la bière a aussi une grande influence. C'est le malt, la levure. C'est mieux de faire ces tests dans la brasserie. Bon, l'amertume analytique et sensorielle, c'est un autre problème. Je pense que vous connaissez ça. Je vais vous montrer un exemple avec deux bières New England IPA. Et nous avons presque 300 dégustateurs à la foire à Nuremberg. Et les dégustateurs, on a demandé les dégustateurs d'estimer les unités d'amertume ou les IBU. Et puis,
on a analysé la bière et on a comparé les unités d'amertume sensorielle et les unités d'amertume analytique. Et on voit des grandes différences. Il y a aussi une certaine influence de la variété. La variété sultana, c'est aussi une variété de Hofstetter, et la variété Lotus, ils ont aussi une différence dans la composition de substances amérissantes. Mais pourquoi il y a une grande différence comme ça? La raison, c'est la méthode, ce n'est pas une méthode spécifique, c'est une méthode spectrophotométrique. Et les résultats incluent non seulement les acides isoalpha, mais aussi les acides alpha, les humulinones et aussi des autres substances, normalement sans influence sur l'amertume. Ça veut dire qu'on reçoit des résultats trop élevés. On mesure les acides alpha. Les acides alpha ont seulement une intensité de l'amertume, ce sont 10% de l'intensité des acides isoalpha. C'est un peu différent pour les humulinones. Les humulinones ont une intensité, ce sont 65% d'intensité par rapport aux acides isoalpha. Ok, les humulinones, ils contribuent aussi d'amertume, mais pas la même amertume par rapport aux acides isoalpha. C'est très important. Et ces résultats, comme déjà mentionné, dépendant aussi de la variété. Il y a des variétés qui ont plus d'acide alpha, mais aussi plus d'humulinones. Et on reçoit des grandes différences en termes des résultats de la méthode IBU ou unité d'amertume. Et c'est la raison pour les grandes différences. Les unités d'amertume, ils sont bons pour une bière normale sans houblonnage à froid, mais avec l'houblonnage à froid, on reçoit des faux résultats. On ne peut pas comparer la perception sensorielle avec les analyses IBU. Bon, l'influence du produit du houblon. Normalement, pour l'houblonnage à froid, on utilise des pellets type 90 ou des lupuline pellets ou pellets type 45. Les deux produits, on reçoit le même résultat dans la bière, le même arôme, seulement avec les lupuline pellets et les pellets 45, on obtient moins de particules dans la bière et dans le tank. Mais les lupuline pellets et les pellets type 45, ils sont aussi plus chers que les pellets type 90. Et puis un autre produit, ce sont les huiles essentielles. Ils sont très chers, mais ce sont seulement les huiles essentielles distillées d'une certaine variété. Et ces huiles sont disponibles de chaque variété de houblon. Mais c'est aussi un produit très très cher. Mais on ne reçoit des concentrations de nitrate et on n'a pas de particules dans la bière. C'est seulement un liquide. Naturellement, on a aussi fait des essais avec ces produits. On a produit une Pale Ale et on a partagé cette Pale Ale pour 4 essais. On a utilisé Mandarina Bavaria en forme pellet 90, la même chose pour Bravo et Smaragd. Et puis, on a utilisé les huiles essentielles de la variété Bravo. Et c'était exactement
le même lot des pellets qu'on a utilisé pour la PLL numéro 2. Et puis, on a aussi fait une dégustation. Et on a, c'est le profil typique pour Mandarina, c'est le Bravo et le Smaragd. Et puis, le profil pour les huiles essentielles de la variété Bravo. Et c'était une grande surprise parce que on a presque le même profil que pour les pellets 90. Et on a pensé, j'ai oublié à vous dire, on a ajouté les huiles essentielles au même temps où on a ajouté les pellets. Ça veut dire on a ajouté les huiles essentielles aussi dans le tank de garde. C'est le même temps. Et puis on a pensé, OK, nous avons une solution. Si on utilise les huiles essentielles, on peut les aussi ajouter avant l'embouteillage parce que c'est le même résultat. Et on a essayé ça. Ce sont les profils de pellets et l'huile essentielle, les deux produits ajoutés dans le tank de garde. Et c'est le même résultat, on connaît ça déjà. Et puis, le profil de la bière où on a ajouté l'huile essentielle avant l'embouteillage. Et il y a une grande influence. Et on peut voir que l'influence de la levure dans le tank de garde est très, très grande. Ce sont les enzymes qui forment des autres substances aromatiques comme citronellol, linalol, terpignol. Et c'est très important. Si on ne fait pas ça, on reçoit un complètement différent arôme dans la bière. Mais l'avantage, il n'y a pas de particules, mais sur l'autre côté, on a un produit très, très cher naturellement. Bon, à la fin, la stabilité du goût. Nous avons embouteillé beaucoup de bières et je vais vous montrer quelques résultats de nos essais. Naturellement, ce sont des bières houblonnées accrues, embouteillées. Et on a stocké la bière pour 6 mois à 2 températures différentes. À 5 degrés, ça veut dire froid. À 20 degrés, c'est chaud. Et la même chose pour Mürzen, aussi à 5 degrés et à 20 degrés. Et puis, un instant, information. Bon, c'est la ligne pour linalol à 5 degrés. Naturellement, il n'y a pas une augmentation, mais il y a aussi des fluctuations d'analyse. En ce cas, c'est possible. Mais on peut voir que linalol est très stable à 5 degrés. C'est la même chose à 20 degrés. Encore une fois, linalol est très polaire. Linalol est très stable dans la solution dans la bière. C'est complètement différent pour Mürzen. Si on analyse Mürzen, c'est Mürzen à 5 degrés. On perd déjà beaucoup à 5 degrés. Et aussi à 20 degrés, on perd plus de Mürzen. Et on a discuté où est-ce qu'on trouve le Mürzen maintenant. Il y a naturellement une diffusion par la capsule, mais on a aussi trouvé du Mürzen dans le joint de la capsule. Et c'est très intéressant. Le joint absorbe le Mürzen et ce sont
naturellement des pertes de myrcène dans la bière. À la fin, je voudrais vous dire qu'on a fait aussi des essais avec des boîtes. On a aussi stocké la bière dans des boîtes et dans des fûts. Et dans boîtes et fûts, et dans les fûts, les concentrations sont plus stables aussi pour myrcène. C'est la grande différence. Les boîtes sont, je pense, mieux fermées et les fûts aussi. Et dans les fûts, on a un grand volume de la bière. C'est aussi un avantage. C'est la stabilité du goût. OK, on peut voir que dans une bouteille, le goût change dans une période de 6 mois. Mais il y a aussi la stabilité du goût. On ne reçoit pas un arôme de vieillissement dans la bière houblonnée à froid. Parce qu'on a beaucoup d'arômes dans la bière houblonnée à froid. Et ces arômes peuvent masquer les substances de dégradation ou de vieillissement. C'est très important. Bon, c'était ma partie. Et je vais demander Michael maintenant de continuer avec les vraies curiosités de dry hopping, de houblonnage à froid. Merci beaucoup, Willy. Très intéressant. Je t'en prie, je vais changer le contrôle à toi un instant, s'il te plaît. Je suis juste pas d'accord sur le fait que les huiles sont très chères. Alors que, effectivement, le coût est plus élevé par rapport à un pellet quand on compare, parce qu'il y a une manipulation supplémentaire à effectuer, il y a une distillation, mais quand on compare avec la perte de bière, très difficile à comparer parce qu'elle est différente d'une brasserie à l'autre, mais quand on prend ces paramètres-là en compte, en fait, on se rend compte que l'huile n'est pas finalement pas plus élevée par rapport au prix relatif de la bière. Ok, c'est seulement le produit qui est plus cher. Right? Le produit étant plus cher, tout à fait. Donc voilà, moi je voulais vous parler de 3 curiosités du dry hop. Je crois que c'est ta souris qui bouge là, oui. 3 curiosités qui sont donc le dry hop creep, le dry hop volcano et le dry hop burn. On a pas mal de questions à ce sujet. Ça marche, Michael? La souris fonctionne? La souris fonctionne. Je cherche juste comment changer de slide. Hein. Tu as le droit. Alors un petit instant, je vais juste pas. À prendre l'accès. Non, Willy, c'est toi qui vas devoir changer mes slides. Ok, ok. J'espère que je peux faire ça maintenant. Hein? Ouais, moi, je voulais vous parler de ces 3 curiosités parce que ce sont des phénomènes assez nouveaux. Voilà, super. Merci, Willy. Alors, je vais t'utiliser pour changer mes slides. Désolé. Ouais. Donc, c'est des curiosités qui sont apparues assez récemment. Les brasseries craft américaines en parlent seulement qu'à la fin 2016. Les premières études, c'est 2017-2018. Pendant des années, l'industrie n'a pas parlé du tout, que ce soit le dry hop creep ou dry hop burn ou dry hop volcano. Alors, c'est aussi apparu parce qu'on va faire des nouveaux styles de bière, ce que j'ai appelé les New American IPAs. Donc, c'est des IPA qui vont être beaucoup moins sur l'amertume, mais beaucoup plus sur les arômes. Et donc, les standards en fait de la quantité de houblon qu'on va ajouter, elle est en augmentation continue. Je crois que même vous, en tant que brasseur, comparé à ce que vous utilisiez peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans, même sans parler de dry hopping, on rajoute beaucoup plus de houblon, les palais, et le consommateur s'est habitué à ce phénomène-là aussi. Et donc, les houblons vont aussi être ajoutés de plus en plus tard.
certains uniquement, donc on a le flame out hopping, on a le late hopping, le very late hopping, ou même en fermenteur, donc ce qu'on appelle le dry hopping ou le houblonnage à froid. Alors, ce n'est pas un sujet oublié, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'en 1893, Horace Brown et Harris Morris en parlent déjà dans une étude, parlent des effets du sucre et des enzymes dans le houblon. Et puis, pendant presque 100 ans, on n'a plus aucune étude technique à ce sujet-là et on y vient en ce moment. Prochain slide. Première curiosité dont je vais vous parler, donc c'est le dry hop creep. Dry hop creep, si tu sais oui. Alors, c'est deux choses en fait. On mélange souvent, enfin les deux sont liés. Alors, d'une part, c'est une suratténuation de la bière, donc une refermentation dans la bouteille post-dry hop. On va voir qu'on va perdre quelques points de gravité. Alors, c'est léger, c'est 1-2 points de gravité qu'on va perdre sur une longue période après le dry hopping, donc sur une bière qui est totalement fermentée. L'autre souci qui est considéré dans le dry hop creep, c'est qu'on va avoir une production de diacétyl, ce qu'on va appeler les diacétyl bombs. Oui. Bon. Alors, les causes, d'où vient le dry hop creep? C'est simple. Donc, pour l'instant, je parle que de la première partie, de la suratténuation. Donc, le houblon, on va ajouter des sucres, ça c'est très clair. Il y a 2 à 3% du poids du houblon, c'est des glucoses. Le houblon va également ajouter des enzymes diastatiques. Elles sont amyloglucosidase, alpha-amylase, bêta-amylase, dextrinase. Quand on voit sur ce graphique-là, on va commencer avec la courbe brune. On voit donc une bière finie de fermentation à 3,5 degrés plateau. Quand on va y rajouter du houblon, on va y rajouter des sucres. On voit ça très clairement. Elle prend un demi-point en degré plateau. Quand on va à une bière rajouter encore un peu de levure fraîche, on peut encore aller baisser, c'est très peu, mais même une bière totalement fermentée, on peut encore aller rechercher 0,1, 0,2 degré plateau. Par contre, on voit très clairement que quand on va rajouter bière, levure et houblon, là, on peut perdre facilement 2 degrés plateau. On va se mettre à refermenter. Là, on parle clairement d'une seconde fermentation. Et on voit que c'est un phénomène qui est très long, très doucement, mais très long. Là, on parle de 40 jours. Donc, une fois que vous avez envoyé votre produit qui se retrouve sur les étagères des magasins. Alors, chez Obsidian, on a fait justement une étude sur des NEIPA. Alors là, on a 3 bières, donc la bière de référence, qui est la bière identique, même houblonnage en whirlpool. Tous les paramètres sont identiques. La seule différence, c'est qu'on a fait donc un dry hopping avec du sultana et un dry hopping avec du lotus. On voit donc très clairement ici qu'on gagne en alcool. On a pris presque 1,3% d'alcool. On voit clairement, donc, on a une augmentation du degré de fermentation. On voit clairement ici l'effet, ce qu'on appelle du hop creep. C'est les dérivations, donc 1,38, 1,39. On ne voit pas une grande différence de la variété. On a vu très clairement par rapport à la bière de référence qui était sans dry hopping, qu'on a un extrait qui est en baisse. Augmentation de degré de fermentation de 2%. C'est assez impressionnant et c'est surtout pas voulu. Et on se retrouve donc avec des bières en bouteille qui vont être suratténuées et donc une augmentation du CO2 et de l'alcool aussi qui ne respecte plus ce qui est indiqué sur l'étiquette. Donc, il y a plusieurs points, effectivement. C'est l'activité enzymatique propre au houblon. On va voir qu'il y a encore de la levure qui est active. Alors, le houblon peut aussi apporter un tout petit peu de levure. Quelques levures sauvages aussi peut se trouver si on va utiliser des cônes. On peut retrouver normalement d'un cône séché
avec la température qu'il y a eu, il n'y a plus ce souci-là. Mais là, on a de la levure active dans notre bouteille, on n'a pas filtré notre bière, on a encore des levures actives. Avec l'activité enzymatique, on va avoir donc des sucres qui vont de nouveau être fermenticibles et la levure qui va la refermenter en alcool et en CO2. Les sucres, ils viennent donc de deux parties, un apporté par le houblon lors du houblonnage accru, et l'autre parce qu'ils vont être relibérés des dextrines du malt encore présents, l'extrait qui était non fermenticible, avec ces enzymes, va les rendre fermenticibles. Deux petites solutions pour éviter cette suratténuation. Alors la plus simple serait de soutirer carrément la levure avant de faire son dry hopping par une centrifuge, un filtre ou même un soutirage en s'aidant de produits clarifiants. Maintenant, ce n'est pas la solution idéale. On va avoir un produit qui est assez instable parce qu'on va avoir des sucres résiduels si la fermentation n'a pas fini. Et en plus, si on va y rajouter un peu de sucre venant du houblon. Et dans la deuxième partie de ce dry hop creep, qui est la production de diacétyl avec son précurseur, l'alpha-acétolactate, lui, il ne sera pas enlevé en tant que diacétyl par la levure, vu qu'on aura retiré toute la levure. Donc, selon moi, ça, c'est clairement pas une solution pour résoudre ce dry hop creep. On peut, par contre, réduire l'activité enzymatique du houblon. Donc, si on va chauffer, en fait, le houblon, on va réduire son activité enzymatique. Par contre, on va y perdre certains arômes. Pour moi, la très bonne solution, ce sont des huiles, donc une distillation du pellet, et donc à d'autres températures, et on va ainsi réduire cette activité enzymatique qui se trouve surtout sur les bractéoles du cône du houblon et donc également dans le pellet. L'autre facette de ce qu'on appelle le dry hop creep, c'est donc la création de diacétyl, parce que tout simplement, c'est un sous-produit de la fermentation. En général, vous avez ça en fin de fermentation, c'est pour ça que vous faites un diacétylreste. Son précurseur, l'alpha-acétolactate, est produit par la levure. Il va y avoir une réaction oxydative de ce précurseur qui est une réaction normale, hein, la décarboxylase, pour former du diacétyl qui, par la suite, va être éliminé par la levure. Mais là, on voit qu'il n'y a pas assez de levure active dans notre bière pour réduire ce diacétyl. Et on le voit, une augmentation donc clairement du diacétyl. Diacétyl, c'est le goût beurré hein, qu'on avait évoqué le mois passé pour les faux goûts. On va voir qu'après le diacétyl, on a là où il y a la flèche verte, hein, on voit la ligne grise, c'est donc notre gravity hein, en degré plateau. On voit une légère augmentation parce qu'on rajoute un tout petit peu de sucre. On voit clairement une augmentation à partir de ce moment-là d'une refermentation et donc du diacétyl, c'est la ligne jaune, qui va durer assez longtemps avant d'être éliminé. Il ne sera pas éliminé totalement. Bon. Alors, les différents facteurs qui vont influencer le dry hop creep. Alors, la durée du dry hop, clairement, au plus longtemps qu'on va faire un dry hop, on va augmenter cet effet de suratténuation et l'effet du diacétyl aussi. Il n'y a aucun besoin de faire des dry hop très très longs en fait. Si c'est uniquement pour les arômes, on va voir que les huiles essentielles vont être extraites assez rapidement lors d'un dry hop. Et on risque d'apporter juste plus d'enzymes, plus de sucre avec une extraction plus lente en gardant les houblons dans le produit. La température également va influencer cet effet de dry hop creep. Au plus la température sera élevée pendant le dry hop, les enzymes du houblon vont être actifs. L'optimum de ces enzymes est aux alentours des 30 degrés. Également le dosage. Plus grand dosage en dry hop, on va apporter tout simplement plus de sucre. On a des dosages très différents, donc entre 2-3 grammes au litre et on part sur des NEIPA à 40, 50 grammes. J'ai entendu d'autres choses, même beaucoup plus, mais tout simplement, voilà, on a 10 fois plus de houblon, on a 10 fois plus de sucre, d'enzymes qu'on va apporter. Le type du houblon va également influencer le dry hop creep. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, on a ça dans le cône, dans le pellet 90,
parce que justement, tous ces éléments sont repris dans les bractéoles et pas dans les lupulines. Alors, si on utilise des lupulines PLS, des pelets 45 ou des huiles essentielles, on va moins avoir cet effet-là. La variété du houblon peut avoir une influence. C'est quelque chose qui est encore étudié en ce moment, parce qu'il n'y a pas d'études très claires qui vont dire que d'une variété à l'autre, on va apporter plus d'enzymes, ou de quelle variété. Ça va même être d'une récolte à l'autre, et on va voir que le séchage et la température de séchage ou la température de la création de ces pellets peut, elle, avoir une influence. Là-dessus, il y a déjà des études qui ont été formées. Et puis, le pH, l'optimum de ces enzymes du houblon, elle va fonctionner entre les 4 et 4,5 pH. C'est pile poil dans ce qu'on est en pleine fermentation. Les solutions pour réduire cet effet, alors c'est tous les facteurs dont on vient de parler à l'instant. On pourrait justement, donc, si la température, en augmentant la température, on va augmenter le phénomène de dry hop creep. On pourrait justement réduire un peu cette température. Par contre, pour revenir sur la température du stockage, elle, au plus bas, au mieux. Également dans les magasins, sur une étagère de magasin, c'est la raison pour laquelle on peut avoir cette création du diacétyl plus lointaine dans le temps arriver, parce qu'elle va être stockée sur une température plus élevée. Donc, réduire la durée du dry hop, comme je vous en ai parlé. On peut également faire son dry hopping pendant le diacétyl reste. En fait, on va essayer d'aller provoquer justement, on ne peut pas l'éviter, le dry hop creep. Quand on fait un dry hopping, on va faire une création de diacétyl. Vu qu'il y a refermentation, il faudrait l'inclure en fait. Il faudrait en tenir compte, et donc ou faire un dry hopping pendant son diacétyl reste et l'inclure dans sa recette par rapport à un point de gravité à le calculer, un % d'alcool en plus à le prévoir, sachant qu'on va avoir ce dry hop creep lors du dry hopping. On peut aussi, la première solution, c'est filtrer, pasteuriser, comme ça il n'y a plus aucun souci du tout. Je sais que ça se fait quasi pas en brasserie artisanale. On va avoir d'autres choses, il y a aussi de réduction par contre des arômes, du dry hopping en faisant ça, donc c'est pas l'option. La dernière solution, c'est utiliser l'enzyme acétolactate décarboxylase, la LDC, voilà, qui va accélérer justement ce phénomène, donc ce précurseur, l'alpha-acétolactate qui va devenir du diacétyl pour qu'il soit éliminé, mais on va tout simplement court-circuiter cette réaction en y ajoutant l'enzyme ALDC. Une autre curiosité du dry hopping, c'est le dry hop volcano. C'est un phénomène assez comique. Alors, j'ai pas mis de vidéo. Je vous laisse aller sur YouTube voir quelques vidéos. J'ai pas mis la vidéo pour pas alourdir la présentation. On le voit ici sur la photo. C'est un vrai geyser. J'imagine que tous les brasseurs l'ont peut-être déjà eu une fois. Ça peut être comique comme ça, voir chez les autres, parce que c'est pas drôle du tout. Donc, c'est vraiment comme un Mentos dans un cola. Je trouve ça une très bonne définition. Vous allez avoir des pertes de bière très importantes, hein, jusqu'à 2 tiers de la cuve. Au plus grand de la cuve, au plus grand sera cet effet de geyser. C'est également très dangereux. Vous êtes beaucoup à utiliser des échelles pas très stables pour aller mettre vos pellets là-haut. Et on peut, un, être surpris, deux, après, c'est assez puissant. Et c'est enfin, voilà, c'est très humide après aussi. Donc, évitez de monter avec une échelle pour faire votre dry hopping. Alors, le phénomène qui a lieu ici dans un dry hop volcano, il est très simple, hein, bière carbonatée, surface du pellet, on a des points de nucléation, hein. Donc le CO2 dissous dans la bière, lui, il va être sous forme d'acide carbonique et il va profiter de toutes les irrégularités pour se transformer dans un gaz. Et ces bulles vont remonter, ça de toute façon, mais vont être accélérées avec le pellet. Le pellet, la surface du pellet, elle est poreuse. Donc,
les aspérités vont faciliter cette réaction de nucléation. Pour éviter le dry hop volcano, attendre la fin de la fermentation. Alors, ce n'est pas toujours une solution. On peut aussi faire un dry hop en fin de fermentation ou pendant la fermentation, aucun souci. Veillez juste à dégazer votre cuve. La température, là, si on a une température plus basse, le gaz carbonique sera mieux dissous dans la bière et on a donc ce risque-là aussi. On peut avoir un dry hop volcano avec une fin de fermentation, même en garde, mais avec des températures très froides, avoir du CO2 dissous et à ce moment-là rajouter les pelets et avoir cet effet-là encore même après 10 jours. En fait. L'autre solution, c'est d'utiliser un hop cannon. Donc on a une petite cuve qui va injecter en fait les pelets sous pression directement, surtout pour ceux qui travaillent en isobarométrique. Pour ceux qui ne travaillent pas en isobarométrique, on peut faire tout simplement un transfert de cuve. Ça implique d'avoir une cuve vide, mais ça permet donc de mettre les pelets dans la cuve et ainsi faire son transfert pour le dry hop. Et en voyant la réaction, on peut toujours arrêter le flot de transfert. L'autre curiosité, c'est le dry hop burn. Alors là, c'est clairement une brûlure lors de la dégustation. Alors, ce n'est pas un off flavor comme on avait pour le diacétyl. Là, ce n'est pas un faux goût. Par contre, on l'a au goût, clairement. C'est vraiment lors de la dégustation. C'est une brûlure très désagréable qui peut provoquer même une toux. C'est un vrai problème dans une bière. On veut pas de ça, clairement pas. Même si certaines, après, la commercialisent comme étant la bière hop burn. Vous voyez ici à côté. Alors, on va souvent avoir ça sur des NEIPA. On dit que l'astringence est liée au polyphénol, mais il est pas tout à fait d'accord et on ne le sait pas encore. En fait, ça peut venir également d'autres éléments. Les terpènes, surtout, peuvent aussi apporter ces brûlures. Là, ici, quand on regarde les polyphénols, c'est parce qu'il y a des études qui ont été faites avec tout simplement des dry hopping avec des acides alpha élevés. Et donc, on part du principe que les polyphénols sont bas et qu'on avait beaucoup ce problème-là dans des dry hopping avec des houblons avec acide alpha bas et avec énormément de polyphénols. Et donc, on en conclut ça. Donc, on a un taux d'extraction plus élevé sur des NEIPA parce qu'on on a un taux de protéines plus élevé, donc on va être en suspension. Et on a un contact qui est beaucoup plus long et donc on va pouvoir extraire beaucoup plus les polyphénols qui se trouvent dans ces bractéoles. Les solutions, justement, alors ça va être le type aussi de houblon, on aura beaucoup moins ce phénomène en utilisant des lupulines pellets, en utilisant des huiles essentielles. On peut tout simplement attendre. Alors, attendre, c'est pas... on ne va pas enlever le dry hop, c'est une fois qu'on l'a dans la bière, c'est pour l'atténuer un tout petit peu. Il va la bière, en clarifiant légèrement, on va un peu enlever ce dry hop burn. On ne va pas le faire disparaître. On peut également filtrer, mais on ne veut pas ça dans ce type de bière-là pour éviter. En fait, c'est toutes les feuilles et les bractéoles qui sont dans le houblon, qui vont flotter dans la bière, tous les éléments solides qui vont donner cet effet cette sensation de brûlure qu'on a en goût. Comme je vous ai dit, sur le premier problème, un dry hop moins long. Si on recherche surtout les huiles, les arômes dans notre dry hop, elles sont extraites assez rapidement. Ça va dépendre de l'huile et également. Il y avait un graphique où on voit quand on a une circulation, on peut faire en 1 heure, en 2 heures, on peut faire une recirculation et faire un dry hop et ça évitera d'avoir d'autres éléments dans notre bière qui vont favoriser ce dry hop burn. Et donc, utiliser des houblons avec des taux d'acide alpha plus élevés pour un dry hop, on aura un peu moins de polyphénol, même si ce point-là, c'est une des solutions, ce n'est pas la solution.
Voilà pour moi pour les 3 points de curiosité que je trouvais assez intéressants. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, j'en vois certaines, on va y répondre. On peut également, alors je ne sais pas si tout le monde, je suis sûr que tout le monde n'a pas reçu le petit coffret Dare to Grow Different avec deux nouvelles variétés de houblon. Donc on vous a proposé des échantillons. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour ceux qui veulent encore un coffret. Opshiner a développé 2 nouvelles variétés pour faire du dry hopping. La première, c'est Akoya et la deuxième, Solero. Beaucoup ont reçu, je crois, leur canette encore aujourd'hui. On vous a également brassé les bières avec. Alors, Akoya, on va être sur quelque chose de plus classique, plus herbacé, donc c'est 2 variétés allemandes. Akoya, on l'a mis sur une lager, hein, une pilsner. On va être plus typé perle. Ici, on est sur une pilsner avec un 35 IBU assez léger. Ce sont tous des single hops. Solero, par contre, donc utilisé également en single hop, en amérisant, en whirlpool hopping et en dry hopping à 2 moments. On l'a mis en fin de fermentation et pendant la garde. Là, on va être vraiment sur les fruits tropicaux et sur les fruits de la passion. Je vous conseille, très très bon. N'hésitez pas à ouvrir vos canettes maintenant. Je vais regarder quelques questions. Alors, la première question, c'était sur le support de formation. Aucun souci pour vous envoyer ça. Également, c'est enregistré. La vidéo sera disponible très prochainement. Alors, Willy, tu m'entends toujours? Je vais te mettre les questions. Alors, Tu as vu des questions? Alors, j'ai des questions toujours sur la possibilité, donc oui, de récupérer la vidéo. Ceux qui se sont inscrits auront directement le lien, mais après aussi, la vidéo sera accessible à tout le monde sur la chaîne YouTube d'Opshiner ou de Brewpark. Aucun souci à ce niveau-là, ou n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. J'ai pas de questions techniques que des questions d'ordre pratique. À quel moment faut-il faire le dry hopping? Voilà. Willy, je te laisse Il y a répondre. des possibilités différentes, naturellement. Mais normalement, on refroidit la bière après la fermentation principale et on sépare la levure et à 2 à 4 degrés, on fait le houblonnage à froid, normalement. Mais il y a des autres possibilités. Je connais des brasseries qui utilisent les houblons le houblonnage à froid pendant la fermentation aussi, c'est aussi possible. Et il y a aussi des brasseries qui font le houblonnage à froid dans des pas différents, à des temps différents, 2 fois, 3 fois. Ça dépend. Et ça dépend aussi de la bière. Pour les New England IPA, on fait ça 3, 4 fois. Alors, une question sur si l'utilisation d'un hop gun va permettre d'éviter le dry hop creep. Tu veux répondre, Willy? Non, pas vraiment. Le hop gun est bon, on peut réduire les particules un peu, mais on reçoit aussi des particules de houblon dans la bière finale. Parce que il a fallu agrandir les trous du hop gun parce que la bière, les pellets de la bière, ils ont colmaté les trous de hop gun et on a agrandi les trous. Ça veut dire on peut réduire les particules dans la bière un peu, mais on ne peut pas éviter que toutes les particules sont dans la bière. On ne peut pas éviter ça, même avec le hop gun. Une question sur le temps optimal pour un dry hop, mais tu as répondu, c'est plus ou moins la même de combien de jours maximum. Alors, le temps optimal n'existe pas.
Ça va dépendre vraiment. Normalement, si on fait de la recirculation, je pense 2-3 jours sont suffis. Mais je connais aussi des brasseries, on fait un houblonnage froid statique. Ça veut dire sans recirculation, on laisse le houblon pour 1 semaine ou même pour 2 semaines. Mais c'est pas normal. Normalement, entre 2 à 5 jours, c'est normal. Ça dure jusqu'à 5 jours. Willy, tu avais fait également des études d'une même bière après un jour, enfin après même quelques heures, 4 heures, 8 heures, 24 heures, un jour, 2 jours, 3 jours, et on voyait donc pas toujours une augmentation, ça va dépendre des composés aromatiques en fait. Oui, il y a beaucoup de paramètres naturellement, mais et encore une fois, si on a la possibilité d'une recirculation, ça marche très très vite. Et c'est une extraction plus effective avec la recirculation. Et je pense en ce cas, c'est terminé après 2 à 3 jours pour avoir le maximum de substances aromatiques. Et je connais aussi des brasseries qui ont peur, si on fait l'houblonnage à grue trop long, qu'on reçoit des substances, plus de myrcène par exemple, des substances qu'on ne veut pas dans la bière. Mais c'est toujours la philosophie des brasseurs, parce qu'il faut essayer ça et trouver la résolution pour ma brasserie. Il y a des recettes idéales. On peut seulement montrer qu'est-ce qui se passe pendant l'houblonnage à froid. Mais je connais des brasseurs qui aiment l'arôme vert, c'est comme l'herbe. Moi, je n'aime pas ça. C'est complètement différent. C'est individuellement différent. Mais si on fait ça plus longtemps, on reçoit des autres arômes dans la bière. On a fait déjà ces essais. Nous avons, je me souviens, un exemple, après 3-4 jours, on a obtenu un arôme fruité, un peu agrume. Et après la 2e semaine, c'était moins agrume, moins fruité, mais c'est moins un arôme de l'herbe. Seulement comme exemple. Après, oui, une question sur la manière de mélanger, mais je crois que c'est par rapport au slide sur ta cuve hein, et l'uniformité des arômes. Si on fait une recirculation par pompe ou une injection par CO2, pas d'influence. C'est possible, mais il faut une tube suffisant grand parce que je me souviens d'une brasserie, on a eu une très petite tube pour injecter le CO2 sans effet. Mais si on a une tube de 1 centimètre, c'est bon. Et si on introduit le CO2, on reçoit des turbulences dans le tank. OK, ça dépend aussi de la taille du tank. Si on a une grande tank, il faut plus de CO2 et il faut une pression très très élevée pour recevoir des turbulences dans la tank et un mélange dans le tank. Willy, également, on a parlé de la durée du temps et cette question revient encore pas mal de fois, mais quoi par rapport à la température idéale du dry hopping? Pour le dry hopping, j'ai déjà dit, normalement, on a une température entre 2 et 4 degrés, mais je connais aussi des brasseries qui ajoutent le houblon à 20 degrés déjà. La différence, à 20 degrés, on perd beaucoup de terpènes. Ça peut être positif pour le brasseur ou négatif, c'est individuellement différent, mais à une température élevée, à 20 degrés par exemple, on perd plus de myrcène.
on peut dire, on peut nettoyer la bière de ces terpènes ou sesquiterpènes qui contribuent à un arôme de l'herbe. Mais ça dépend du désir du brasseur. Donc, il y avait une question sur une baisse de la quantité de linanol lors du houblonnage accru lors de la deuxième heure. Slide Willy. Il y a une raison à cela. Sur un de tes slides, Willy, donc tu as une baisse de linanol au bout de la deuxième heure. Je ne me rappelle plus exactement ce slide. C'est quel slide? Je ne sais pas. Il va peut-être y revenir. Alors, l'utilisation des huiles n'est-elle pas finalement la plus avantageuse? Pas de particules, pas de dry hop creep. Effet. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, c'est vraiment la solution. Ça évite énormément de problèmes liés au dry hop et surtout donc pas de perte de bière. Ok, avec les huiles essentielles, c'est juste. On n'a pas de problème avec le hop creep, on n'a pas de problème avec les particules. Ça veut dire moins de pertes de bière, tu as raison, oui. Moins de pesticides, pas de nitrate. Pas de nitrate, c'est aussi très important. Oui. C'est un des points très importants. Je crois que vu la quantité de houblon mis quelquefois dans des dry hopping, le taux de nitrate peut être même plus élevé que ce qu'on imaginait ou même du taux accepté. En fait. Oui, ok, accepté. Il n'y a pas une limite pour le nitrate, mais normalement, les brasseurs, ils veulent avoir le même limite que dans l'eau. Et dans l'eau, ce sont 50 mg de nitrate par litre. Mais avec le houblonnage, on reçoit souvent plus de 50 grammes de nitrate par litre. Alors, maintenant, il y a encore beaucoup de questions qui arrivent. Par contre, on va essayer de clôturer pour rester dans l'heure. Donc, moi, j'ai les questions, on va essayer de les répondre ou même par écrite. Alors, il y a la question pour avoir les échantillons et les canettes de bière. Alors, envoyez tout simplement un mail à contact@brewpark.com avec votre adresse et on va vous les envoyer. Il n'en reste plus énormément. Sur les autres questions, parce que là, ça part vraiment de beaucoup de questions. Répondre par email, par exemple. Tout à fait. On va les combiner et on va essayer de vous répondre. Après, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone pour des questions plus précises. Un tout grand merci à toi, Willy. Non, merci aux participants. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain webinaire qu'on va faire, ça va être à nouveau sur les levures, enfin, ça va être avec Fermentis sur les hard seltzer. Ce sera le 10 mars. On vous enverra encore un petit mail à ce sujet. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.